Bonjour à tous. Alors aujourd'hui une vidéo qui d'après moi est très importante, dans laquelle je vais parler donc de l'information parasitaire. Donc cette vidéo s'inscrit donc dans la suite de mes vidéos sur la biorésonance multidimensionnelle. Exceptionnellement donc dans cette vidéo je vais également illustrer mon propos par une expérience qui m'est arrivée donc dans ma vie, et celle de mon frère en l'occurrence. Pour illustrer ce que je veux transmettre donc dans cette vidéo. Mais avant le partage donc d'expérience, il faut que je fasse quelques rappels fondamentaux. Donc déjà à propos de la biorésonance. Donc premièrement, ce que je veux dire, c'est définir un petit peu ce que l'on entend par un parasite, donc en biologie. En biologie, par définition, un parasite, c'est un organisme animal ou végétal qui, pendant une partie ou la totalité de son existence, se nourrit de substances produites par un autre être vivant. Donc ici, dans notre exemple, ça va être l'être humain, bien sûr, sur lequel ou dans les tissus duquel il vit et lui causant un dommage. Donc voilà, un parasite, donc fin de définition, par définition, ça doit aussi causer un dommage à l'hôte dans lequel il vit. Donc voilà. Donc oui, ce que je souhaite ici souligner, c'est que généralement, donc en biologie ou en médecine plus largement, on utilise le mot de parasite pour désigner une catégorie de parasites, en l'occurrence, qui sont les vers. Mais ceci est donc un abus de langage, car les parasites, donc, par définition, ne concernent pas seulement les vers, mais va concerner tout organisme animal ou végétal, etc. Mais en biologie, on va surtout parler donc des micro-organismes, donc ça va être tout ce qui est virus, bactéries, champignons et vers, donc du coup, mais qui vont répondre donc à la définition, c'est-à-dire qu'ils vont se nourrir de substances produites par, donc ici l'humain, qui va vivre sur lui ou à l'intérieur de lui, donc de ses tissus, et qui va lui causer un dommage. Donc voilà, ça va être ça la définition d'un parasite. Donc deuxièmement, la chose que je voulais souligner ici, c'est qu'un parasite ou n'importe quel élément dans la nature, donc que ce soit moléculaire, chimique, etc., est quelque chose de matériel, c'est-à-dire qu'il existe matériellement, c'est-à-dire qu'on peut soit l'observer, soit le détecter grâce à certaines méthodes, certaines techniques, etc. Donc voilà, des méthodes de détection grâce à la chimie ou à d'autres méthodes. Mais donc chaque élément également, et comme les parasites, ont également donc une information vibratoire qui lui est propre et qui, en quelque sorte, sera imprégnée dans la matière ou à travers la matière, et notamment donc à travers l'eau. Ça, on en entend beaucoup parler, ça va être tout ce qu'on va appeler donc la mémoire de l'eau. Mémoire de l'eau sur laquelle j'ai fait d'ailleurs un article sur mon site que je vais mettre en description pour ceux que ça intéresse et qui ne l'ont pas déjà lu, dont j'ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos sur la biorésonance. Donc voilà, c'est principalement donc à travers l'eau que cette information vibratoire va être retranscrite. Et donc ici, ce qu'il faut bien comprendre par rapport donc à la biorésonance multidimensionnelle, c'est que lorsque moi je vais tester grâce donc au synchromètre, qui est donc l'outil que l'on utilise en biorésonance, ce que moi je vais tester, c'est donc l'information vibratoire de l'élément, sans qu'il y ait forcément donc présence matérielle de l'élément, car en fait en biorésonance multidimensionnelle, c'est une technique donc qui va se baser sur l'information vibratoire. On va détecter l'information vibratoire et on ne va pas détecter forcément la présence matérielle, même si généralement donc les deux sont corrélés. Généralement, quand on détecte une information vibratoire, c'est que matériellement il est présent, mais ce n'est pas toujours le cas. En biorésonance multidimensionnelle, on ne peut pas distinguer en réalité la présence matérielle ou la présence uniquement vibratoire de l'élément. Alors au niveau de mon expérience personnelle, je vais prendre l'exemple d'un ver particulier, qui est donc un parasite, qui est donc l'oxure. L'oxure, c'est un ver allongé, donc je mets quelques images que j'ai récupérées sur internet sur l'écran pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble.
mais c'est un ver qui est très connu, hein, très commun, qu'on rencontre beaucoup chez les enfants notamment. Donc voilà, c'est un ver qui a la couleur blanche, qui est allongé, etc. comme ça. Et donc ce qu'on remarque déjà avec ce ver, hein, qui est caractéristique un petit peu de beaucoup de vers que l'on peut rencontrer, c'est que ce ver est visible à l'œil nu déjà, c'est-à-dire que on peut l'observer, hein. Que c'est au niveau de la forme adulte ou de la forme un petit peu plus grandie, hein, que ce ver va être visible, mais ça va être au niveau des larves ou des œufs qui ne vont pas être visibles à l'œil nu. Donc voilà, il faut faire attention, c'est pas toujours visible, mais les adultes sont toujours visibles à l'œil nu. D'autant plus qu'ici, au niveau des oxyures, il y a un symptôme caractéristique et spécifique aux oxyures qui n'est pas présente avec les autres infestations parasitaires et qui va nous permettre donc de déceler avec certitude une infection aux oxyures, hein. Ce symptôme, ça va être le prurite de l'anus. Donc prurite, ça veut dire tout simplement le grattement. Donc c'est un grattement de l'anus donc, qui s'explique tout simplement par le circuit biologique en quelque sorte de reproduction des oxyures à travers donc l'organisme humain, particulièrement ici, hein. C'est-à-dire que les oxyures vont avoir tendance donc à descendre le long du tube digestif de l'homme, hein, ou de la femme, peu importe. Et donc au niveau, ça va être au niveau de l'anus, hein, ou du rectum qui vont avoir tendance donc à pondre des œufs qui vont faire des larves, etc. Et ce sont ces larves, ou même des adultes, hein, parfois qu'on retrouve donc au niveau de l'anus, qui vont remonter en fait le long de l'anus et puis après le long du tube digestif. Or, bien sûr, hein, le tube digestif n'est pas innervé sensitivement, donc on ne ressent pas bien sûr la douleur et les sensations désagréables au niveau du tube digestif, et heureusement, hein, j'ai envie de dire. Néanmoins, l'anus, lui, est innervé sensitivement, ce qui fait qu'en fait on va tout simplement ressentir donc cette démangeaison au niveau de l'anus, hein, donc démangeaison qui peut être tout simplement une sensation de picotement au niveau de l'anus qui signe la présence uniquement de larves, hein. Les picotements, c'est vraiment les larves, donc c'est lorsque l'infestation est encore légère, si je puis dire. Ensuite, le stade au-dessus, ça va être bien sûr la sensation de grattement, lorsque ça va gratter tout simplement. Donc là, c'est déjà un petit peu plus important, c'est-à-dire qu'on va retrouver les adultes donc au niveau de l'anus, hein. Et le stade encore au-dessus, c'est lorsqu'on va même sentir des sensations de serpentement donc au niveau de l'anus. Là, ça commence à devenir une infestation très importante, hein, c'est-à-dire qu'en fait, vous ressentez même le mouvement des adultes donc au niveau de l'anus. Donc voilà, ça c'est une infestation qui est déjà importante, hein. Et donc ici, hein, je trouve que c'est un bon exemple pour traiter de ce sujet, donc sur l'information parasitaire, car ici, l'infestation parasitaire aux oxyures ne passe jamais inaperçue, car il y a un symptôme caractéristique qui permet de le déceler donc spécifiquement, qui fait qu'en fait on ne peut jamais être infecté aux oxyures sans le savoir, si je puis dire. Il y a toujours les démangeaisons donc, de l'anus qui alertent face à cette infestation parasitaire. Alors ici, je vais commencer un petit peu mon expérience personnelle, hein. Donc ça fait il y a quelques mois, c'était mi-septembre donc 2022, que en fait ça faisait un certain temps que moi et mon frère nous allions dans un petit supermarché asiatique, donc acheter du riz. Et il s'avère qu'en fait les sachets de ce riz, hein, étaient un petit peu, si je puis dire, ouverts à certains endroits. C'est-à-dire que c'était, là j'ai pas le sachet en question, hein, donc je vais prendre un exemple, vous allez un petit peu imaginer, parce que j'ai pas gardé les sachets, mais en quelque sorte c'était un sachet un petit peu comme ça, vous voyez, qui était fermé ici, mais c'était pas tout à fait hermétique, parce que vous voyez ici, il y a un trou, donc voilà. Et en fait, c'était des sachets un petit peu comme ça, c'est-à-dire qu'en fait là, le trou, bon, il est gros, hein, il était plus petit, le trou sur le sachet, il était sur le coin supérieur droit. Donc voilà, il me semble, c'était un petit trou qui était sur le coin supérieur droit ici, et qui en fait laissait passer l'air, si je puis dire, à l'intérieur du sachet. Mais ça ne faisait pas que laisser passer l'air, hein, si vous voyez ce que je veux dire.
mais ça à l'époque on ne le savait pas avec mon frère tout simplement. Et donc ça faisait plusieurs semaines qu'on allait acheter du riz donc, dans ce supermarché asiatique avec ses sachets un petit peu ouverts. Donc voilà, on achetait du riz blanc, donc raffiné, ou du riz complet même. C'était davantage le riz raffiné qui était, pas le riz complet, pardon, qui était présent dans ces sachets, donc avec ce petit trou au coin supérieur droit du sachet qui était ouvert, donc, hein. Et généralement le riz blanc ou raffiné était bien fermé hermétiquement dans des sachets, donc on a eu moins de problèmes avec le riz blanc, hein. Le problème ici était situé plus au niveau du riz complet. Donc voilà. Donc au départ, lorsque l'on achetait ce riz dans ces sachets conditionnés de cette manière, eh bien en fait il n'y avait rien de suspect au niveau du riz, c'est-à-dire que à l'observation externe, eh bien le riz paraissait tout à fait normal, hein. Et donc on les a achetés, on ne s'est douté de rien si je puis dire, mais c'est seulement par la suite donc qu'on a eu des problèmes, donc, hein, c'est-à-dire à peu près à la mi-septembre. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a donc tous les deux été infestés aux oxyures, donc en même temps, hein. Et donc avec mon frère, nous avions l'habitude de stocker le riz que l'on achetait donc, dans des petits pots comme ça, hein. Et il s'est avéré que quelques jours à la suite de notre infestation parasitaire donc aux oxyures, nous avons pu même observer donc une poussée parasitaire, si je puis dire, dans ce riz que l'on stockait. C'est-à-dire que nous avons observé donc les oxyures à l'intérieur du riz même que nous avons stocké, hein. Donc voilà, il n'y avait absolument aucun doute que la source de l'infestation était donc ce riz que nous avions acheté dans ce supermarché asiatique. Donc ici, hein, je précise quand même que il faut faire vraiment attention avec le riz, hein, si vous achetez du riz ou autre chose, lorsque cela forme des sortes d'agglomérations, des agglutinations, c'est-à-dire que beaucoup de grains de riz sont collés entre eux et forment des sortes de boules, eh bien c'est souvent le signe de la présence d'œufs parasitaires, hein, donc voilà, d'œufs de parasites qui font coller l'ensemble ensemble. Et donc dans ce cas-là, moi je vous recommande fortement, hein, déjà de jeter bien sûr les agglomérats, hein, donc déjà, mais même de faire très très attention avec le reste du riz qui était stocké dans le même contenant, hein, ou dans le même sachet. Il y a de fortes chances qu'il soit également infecté, hein. Donc voilà, donc déjà faites attention à ça. Et ce que je veux dire ici, c'est également que dans les 1 semaine ou 2 semaines que nous sommes retournés dans ce supermarché asiatique, nous avons pu même observer, donc au niveau de ces sachets que l'on prenait, un sachet de riz, qui étaient donc troués dans le coin supérieur droit, nous avons pu observer donc des vers qui rentraient et sortaient. Donc voilà, nous avons observé des vers à proximité donc de ces ouvertures. Ce qui fait que voilà, il n'y avait absolument aucun doute que l'infestation parasitaire de ce riz avait été provoquée à cause de ces trous, parce qu'il y avait des vers qui ont pénétré donc dans le riz par ces ouvertures, qui ont pondu leurs œufs probablement et qui ont donc infesté totalement donc ce riz qui était disponible dans ce supermarché asiatique et à partir duquel nous nous sommes infectés, moi et mon frère. Voilà. Donc ici, hein, ce qu'il faut retenir bien évidemment, c'est que je vous déconseille fortement donc d'acheter du riz ou n'importe quelle substance alimentaire, si je puis dire, qui soit mal conditionnée, où il y ait un risque donc d'infestation externe avant même que vous l'achetiez, hein. Donc dans ce cas précis, hein. Il est bien évident donc ici que nous ne sommes plus retournés dans ce magasin, dans ce supermarché pour acheter notre riz avec mon frère, hein. Alors, ce qui s'est passé par la suite, c'est tout simplement que nous avons essayé, bien évidemment, donc, de se débarrasser de ces parasites, hein, c'est-à-dire grâce à des plantes antiparasitaires principalement. Or, ces parasites particulièrement, donc ceux-là particulièrement, étaient particulièrement résistants à tous les traitements antiparasitaires, hein, ce qui fait qu'on a eu en fait énormément de difficultés à s'en débarrasser. Néanmoins, donc, nous avons réussi une première fois à les éliminer, hein, c'est-à-dire à ne plus avoir les symptômes caractéristiques de l'infestation parasitaire.
aux oxyures et à ne plus les observer donc dans les selles. Donc voilà, on les a éliminés une première fois. Cependant, donc nous nous sommes refait infecter une seconde fois quelques semaines plus tard. Là, on n'a pas tout à fait compris comment est-ce que c'était arrivé. On a vérifié un petit peu tout notre riz, enfin voilà, notre consommation alimentaire, mais nous n'avons rien trouvé qui aurait pu expliquer donc l'infestation parasitaire une deuxième fois. Néanmoins, là encore une fois, on a voulu s'en débarrasser, on a réussi à s'en débarrasser une seconde fois, avec moins de difficultés, donc pour la deuxième fois que pour la première fois. Mais néanmoins, donc, cette histoire ne se termine pas ici, car nous avons été infectés donc une troisième fois, donc aux mêmes oxyures, aux mêmes parasites. Nous savons que ce sont les mêmes, étant donné que ils sont exactement résistants à la même chose, c'est-à-dire à quasiment tous les traitements antiparasitaires. Et donc c'est là, donc à partir de cette troisième fois, quand même d'affilée, à quelques semaines d'intervalle à chaque fois, qu'on a commencé donc à se poser des questions, car ce n'est absolument pas normal ce qui se passait, tout simplement. Et donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai mené un petit peu ma petite enquête, donc grâce à la biorésonance multidimensionnelle, donc enfin ici biorésonance, où j'ai donc mené ma petite enquête. Et il s'avère donc que par la suite, après être allé à ce supermarché asiatique, nous avons donc arrêté d'y aller pour acheter donc du riz sur internet. Alors le riz en question, il s'agit de sachets comme ça, donc voilà, des sachets de 5 kg de riz. Donc ici il s'agit de riz complet, donc voilà. Après il y en a, ici il y a du riz noir, comme ça. Et ici du riz rouge. Vous voyez, donc ce sont des sachets de 5 kg et dans lesquels en fait visuellement, donc, vu de l'extérieur, il n'y a rien qui paraît anormal ou pathologique, donc signe d'une infestation parasitaire quelconque dans ce riz particulièrement. Or, il s'avère que ce riz donc est positif au test donc de biorésonance lorsque je teste le riz avec la présence d'oxyures, donc ce test est positif, ce qui fait que vibratoirement, je détecte donc les oxyures dans ce riz. Deuxièmement, j'ai également testé donc tous nos ustensiles de cuisine, ainsi que nos couverts, tout ça, donc les ustensiles de cuisine, les casseroles, etc. Et les couverts, eh bien, ces ustensiles de cuisine étaient également positifs au test donc pour les oxyures. Et donc ici, cela veut dire tout simplement que je retrouve donc l'information vibratoire de ces oxyures donc dans ce riz que je viens de vous montrer, ainsi que dans les ustensiles et les couverts que l'on utilise habituellement donc tous les jours. Et donc comment cela se fait-il? Ici donc ma seule hypothèse que j'ai à apporter pour expliquer un petit peu ce phénomène, c'est tout simplement que j'ai stocké donc ce nouveau riz que je viens de vous montrer dans les mêmes pots dans lesquels je stockais l'ancien riz qui provenait donc de ce supermarché asiatique. Donc je précise bien évidemment que j'ai nettoyé donc ces pots dans lesquels on stockait cet ancien riz, donc avec du liquide vaisselle tout simplement. Donc voilà, donc avec ces pots, tout simplement nous prenions les pots comme ça et nous allions chercher le riz comme ça pour le stocker donc en plus petite quantité dans ces pots, car voilà, c'est plus simple d'accès dans ces pots tout simplement que dans des sachets de 5 kg. Mais néanmoins, ce faisant, donc si l'information parasitaire, ce qui s'est avéré être le cas puisque je l'ai vérifié, était présente dans ces pots, et bien tout simplement en faisant ce geste d'aller chercher le riz dans ces grands sachets de 5 kg, j'ai tout simplement, d'après moi, donc permis à l'information vibratoire de ces parasites, donc de ces oxyures ici, de se propager donc à l'intérieur de ce riz. Ce qui fait que aujourd'hui, ce riz sonne positif donc au test des oxyures, comme je l'ai dit. Et donc, pareillement, pour tout ce qui est ustensiles de cuisine, casseroles, etc. et les couverts, eh bien, tous ces ustensiles ont été en contact avec ce riz et avec tous les
tout ce que l'on cuisait par la suite, hein, etc., a été en contact avec cette information parasitaire, ce qui explique donc que je retrouve l'information parasitaire donc dans ce riz et dans les ustensiles de cuisine. Hein. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut observer donc en rapport avec ma petite analyse, ma petite enquête et par rapport à ces oxyures-là en particulier, hein, je précise, c'est par rapport à mon cas particulier ici hein, que je fais référence. Alors ce qu'on peut en déduire, hein, c'est tout simplement d'abord que la cuisson n'a pas permis de détruire tous les parasites ainsi que leurs œufs dans ce cas-là, car si la cuisson avait permis la destruction des œufs et des parasites, nous n'aurions pas été infectés avec mon frère. Hein. La cuisson n'a également pas permis d'éliminer l'information parasitaire des oxyures que je retrouvais donc dans les plats une fois cuits. Voilà, j'ai testé également le riz cuit directement hein, et j'ai également retrouvé donc l'information parasitaire des oxyures dans le riz cuit. Et donc ça n'a tout simplement pas permis de l'éliminer. Également, ce qu'on peut observer, c'est que le liquide vaisselle n'a pas permis non plus d'éliminer cette information parasitaire, étant donné que je retrouvais l'information parasitaire dans les pots une fois nettoyés, et que même cette information parasitaire a pu être propagée dans le nouveau riz. Hein. Et donc, ce qu'on en conclut ici, c'est que l'information parasitaire présente dans l'ancien riz s'est donc répandue et s'est donc imprégnée d'abord dans les pots que je viens de vous montrer, mais ensuite de proche en proche, un petit peu partout hein, autour de nous, hein, dans tout ce qu'on utilisait, c'est-à-dire dans le nouveau riz, ainsi que dans nos ustensiles de cuisine et dans nos couverts. Et donc finalement, ce qui s'est passé, c'est tout simplement que, à la suite de cela, nous réabsorbions en permanence cette information parasitaire des oxyures, même en l'absence matérielle de ces parasites. Hein. Alors ici, qu'est-ce qui s'est passé exactement pour que l'on se fasse réinfecter juste à cause de la réabsorption d'une information vibratoire, hein, sans présence matérielle donc des parasites? Comment cela se fait-il hein? Alors ici, ma seule explication, c'est tout simplement que lorsque on a déjà été infecté une première fois par un parasite quelconque, hein, et que l'on fait en sorte de l'éliminer, eh bien ce parasite n'est jamais, à mon avis, hein, donc totalement éliminé de l'organisme. Il va être fortement réduit et en quelque sorte, il va en rester une très faible quantité, et une quantité tellement faible qu'elle va être en quelque sorte contrebalancée un petit peu par tous les autres micro-organismes qui constituent donc le microbiote intestinal, hein, comme on l'appelle, c'est-à-dire la flore bactérienne. Hein. Et c'est donc ce microbiote intestinal qui est donc formé d'une multitude de micro-organismes, hein, donc que ce soit des bactéries, des virus, des champignons ou certains vers, qui forment donc un certain équilibre. C'est donc cet équilibre qui est formé entre les différents éléments qui va permettre donc la limitation de la croissance des uns et des autres, afin de garder donc cet équilibre harmonieux, si je puis dire en quelque sorte, entre les différents éléments. Et c'est ça hein, qui va permettre aux organismes nuisibles, micro-organismes nuisibles, de ne pas se développer à outrance, car ils seront donc contrebalancés par d'autres micro-organismes, hein, qu'ils soient donc plus positifs ou plus négatifs. C'est un petit peu un combat perpétuel qui se passe donc dans nos intestins au niveau de la flore bactérienne, hein, du microbiote intestinal. Et ici donc mon explication, c'est tout simplement que, eh bien, avec mon frère, nous avons été infectés une première fois par ces oxyures, hein, donc nous avons essayé de les éliminer, donc nous avons réussi de les éliminer et de ne plus en ressentir les symptômes, mais néanmoins il devait donc rester une très petite quantité à l'état de somnolence, hein, si je puis dire, au niveau de nos intestins, qui ne causait pas de troubles particuliers. Voilà. Mais cependant, lorsque nous avons été donc sujets à réabsorber donc cette information parasitaire dont j'ai parlé donc précédemment, eh bien cette réabsorption de l'information parasitaire des oxyures a donc tout simplement dû réveiller ces parasites en dormance, si je puis dire, et donc qui a donné une sorte de signal
de croissance qui a permis donc à ces oxyures de briser l'équilibre qui était présent auparavant. Et donc il a donné le signal de croissance à ces oxyures pour qu'ils regrandissent et pour qu'ils continuent donc à prospérer. Et donc c'est tout simplement pour moi cela qui a permis donc la réinfestation parasitaire donc dans nos organismes à nous deux, et qui a fait que l'infestation parasitaire a redémarré, tout simplement. Car ici, il suffit tout simplement que l'organisme soit trop faible pour contrebalancer le déséquilibre induit par cette réabsorption énergétique, et l'infestation redémarrera automatiquement, tout simplement. Donc voilà pour mon explication. Alors ici, la question, ça va être bien sûr comment faire pour éliminer cette information parasitaire que l'on retrouve donc dans ce riz et dans ces ustensiles de cuisine, ou dans ces couverts, etc. Alors pour cela, j'ai préparé une vidéo démonstration que je vais vous montrer juste après, où je montre donc comment est-ce que je fais pour retirer donc cette information parasitaire que l'on retrouve donc dans ces éléments. Donc dans l'exemple que je vais vous montrer, je vais utiliser donc un échantillon de riz complet. Donc voilà. Mais il faut bien comprendre que ici c'est exactement le même principe que je vais utiliser pour tous les couverts, ustensiles de cuisine, etc. Et c'est également le même principe que j'utilise lorsque vous faites appel à mes services, donc, et que je dois trouver qu'est-ce qui va permettre d'éliminer l'information que je retrouve au niveau de certains de vos organes, etc., pour donc vous donner un traitement spécifique à votre cas, un traitement qui va marcher chez vous et qui ne marchera pas forcément chez un autre, pour éliminer certains donc, parasites que je retrouverai chez vous, tout simplement. C'est exactement le même principe. Donc voilà, je vais vous laisser avec la vidéo et je reviens juste après pour la conclusion. Alors pour le test d'aujourd'hui que je vais faire pour illustrer ce que je dis dans cette vidéo, ça va tout simplement être avec du riz. Donc voilà, ici j'ai du riz complet, donc du riz complet tout à fait normal vu de l'extérieur, c'est-à-dire qu'on ne voit absolument aucune anomalie, si je puis dire, vu de l'extérieur, c'est du riz complet. Et petite précision également, c'est que je peux attendre tout le temps qu'il faut, c'est-à-dire des semaines, des mois, etc. Ce riz ne va pas changer d'aspect vu de l'extérieur, il ne va rien y avoir qui va pousser à l'intérieur. C'est tout simplement du riz qui a l'air tout à fait normal. Donc voilà. Ici, j'ai mon matériel donc, de synchromètre, je vais baisser l'écran comme d'habitude. Donc voilà, ici j'ai mon matériel pour la biorésonance multidimensionnelle. Et donc, comme je l'ai dit dans la vidéo, il faut bien comprendre qu'en biorésonance multidimensionnelle, donc, tout ce qu'on va détecter ici, donc grâce à cette méthode, ça va être l'information de l'élément. Donc c'est un diagnostic, si je puis dire, d'information, c'est-à-dire que ici, par exemple, j'ai la fiole des oxyures, donc des parasites particulièrement, des oxyures, donc, et donc ici, lorsque je vais faire le test et qu'il va sonner positif, eh bien c'est l'information des oxyures que je retrouve donc dans ce riz, et pas forcément donc les oxyures matériellement parlant. Donc ici je vais faire le test. Donc voilà, on entend bien, le son est plus fort lors de la deuxième phase, c'est-à-dire qu'en fait je retrouve donc les oxyures là-dedans, mais en fait en réalité c'est plus l'information des oxyures que je retrouve là-dedans. Et donc maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir consommer ce riz tout de même et ne pas le jeter? En fait, tout simplement, ce qu'on va faire en biorésonance, c'est qu'on va essayer de trouver donc quelque chose qui va pouvoir annuler donc l'information de ces parasites, donc de ces oxyures. C'est comme ça que l'on procède pour toute thérapeutique donc en biorésonance multidimensionnelle. Donc ici, j'ai particulièrement donc deux huiles essentielles. Donc ici, c'est l'huile essentielle de pin sylvestre. Et ici, c'est l'huile essentielle d'épinette noire.
Et donc, voilà, quand il y en a une qui fonctionne et une qui ne fonctionne pas, j'ai fait exprès. Hein. Donc ici, épinette noire, c'est celle qui ne fonctionne pas. Donc pour vous montrer, ici le son ne va pas changer. Vous voyez, le son est toujours plus fort la deuxième phase, c'est-à-dire qu'en fait cette huile essentielle ne permet pas d'éliminer donc la vibration des oxyures dans ce riz particulièrement. Donc voilà, cette huile essentielle ne sert à rien, on peut dire, pour notre problématique ici. Ici, je mets donc l'huile essentielle de pin sylvestre. Voilà, le son est tout à fait plat hein, maintenant, hein, donc je peux recommencer hein, pour vous montrer, mais c'est reproductible hein, de toute façon. Voilà, hein. C'est-à-dire qu'en fait ici, vu que lors de la première phase et de la deuxième phase, le son reste plat, c'est-à-dire reste identique, ici j'ai donc trouvé une huile essentielle, hein, donc voilà, il peut en exister d'autres, mais là en l'occurrence cette huile essentielle fonctionne, afin d'éliminer donc la vibration des oxyures, donc particulièrement dans ce riz qui est présent donc à l'état originel hein, ici. Donc là je suis toujours avec le même riz, tout simplement ce que je viens de faire ici c'est que j'ai rajouté de l'eau, donc voilà. Ici c'est du riz complet, donc c'est mieux de le faire tremper avant de le consommer, pas comme le riz blanc par exemple, le riz blanc qui est raffiné, on peut directement le faire tremper juste 10 minutes ou 5 minutes et puis après le faire cuire, ça ne pose aucun problème. Mais ici pour le riz complet c'est toujours mieux de le faire tremper au moins un jour ou une nuit avant, afin de voilà, faire disparaître un petit peu tout ce qui est antinutriments, etc. Donc ici j'ai également rajouté du citron qui va accélérer justement donc ce processus. Ici ce n'est pas ça qui va supprimer donc la vibration des oxyures ici, mais comme je l'ai montré tout à l'heure, c'est cette huile essentielle de pin sylvestre qui le permet. Et donc ici tout ce que je vais faire c'est simplement donc prendre cette huile essentielle et rajouter 2 gouttes donc, de cette huile essentielle. Donc ici je précise, j'ai fait pour environ 150 g de riz. Donc voilà, moi je conseille à peu près, enfin moi ce que je fais c'est donc à peu près une goutte d'huile essentielle pour 100 g de riz. Hein. Donc voilà. Donc ici je rajoute tout simplement 2 gouttes. Donc voilà, 2 gouttes. Ici je vais venir mélanger. Donc voilà, et maintenant on attend donc 30 secondes. Et puis après je vais tout simplement refaire le test devant vous. Et vous allez observer donc que la vibration n'est plus présente. C'est-à-dire tout simplement que l'huile essentielle que j'ai mis donc dans le riz aura fait son effet. Hein. Ce qui fait que par la suite, on pourra très bien consommer ce riz sans risquer de rajouter donc cette information donc des oxyures dans l'organisme lorsque le riz sera consommé. Hein. Donc voilà, 30 secondes. Donc ici, on refait le test. Hein. Donc voilà, c'est négatif. Hein. Je peux recommencer et ce sera toujours négatif. Donc voilà, un négatif. C'est tout ce que je voulais vous montrer donc dans ce test. Hein. Donc voilà. Alors pour conclure, hein, je dirais tout simplement que si vous avez un problème similaire avec une infestation parasitaire quelconque, donc récurrente, hein, qui revient sans cesse malgré des traitements entrepris pour la contrecarrer, hein, cela peut donc tout simplement être dû à une information parasitaire qui serait présente donc autour de vous, hein, donc dans les éléments que vous utilisez au quotidien. Et donc les éléments qui ont été soit en contact avec la souche originelle, hein, l'élément premier qui a fait que vous avez été infecté,
soit avec des éléments donc intermédiaires, bien sûr. Donc comme vous avez compris dans mon exemple particulier. Hein. Et si donc vous êtes dans ce cas particulier, hein, je vous préconise donc pour réussir à vous en débarrasser définitivement, donc de faire tout votre possible pour nettoyer ces éléments afin d'éliminer donc l'information parasitaire qui est présente. Hein. Voilà. Mais bien évidemment ici, hein, pour savoir précisément qu'est-ce qui permet d'éliminer une information parasitaire particulière sur un élément particulier, il n'y a bien évidemment que la biorésonance qui permet de le savoir précisément. Hein. Donc voilà. Néanmoins, vous pouvez essayer différentes techniques, etc. pour nettoyer ces éléments qui sont présents autour de vous. Hein. Voilà. Et après, si vous avez besoin donc justement d'un accompagnement personnalisé là-dessus, hein, si vous ressentez que vous avez un problème similaire, bien sûr, n'hésitez pas à nous contacter. On verra comment est-ce qu'on peut se débrouiller pour essayer de vous aider. Hein. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé, j'espère qu'elle vous aura plu. Bien sûr, n'hésitez pas à commenter cette vidéo et à la partager, à l'aimer également. Donc voilà, hein. J'ai pas grand chose d'autre à ajouter, si ce n'est que bien sûr, si vous êtes intéressé par un accompagnement personnalisé avec moi, eh bien vous pouvez me contacter grâce à l'adresse courriel qui est présente dans la description de cette vidéo. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et un bon rétablissement. Hein, et à une prochaine fois.